Bonsoir Alexis Corbière. Bonsoir. Soyez le bienvenu, vous êtes le porte-parole de Jean-Luc Mélenchon. Un programme chiffré est-il pour autant crédible? À chacun d'en juger. Vous savez, une campagne présidentielle, c'est un moment de pédagogie. On s'adresse à tout le monde. J'invite d'ailleurs chacun à consulter les programmes des différents candidats. Mais ce qui compte aujourd'hui, ce qui a été fait par Jean-Luc Mélenchon Moi, je considère... et ses équipes, c'est l'effort d'explication. Voilà, je considère que c'est un travail rigoureux, fait avec des économistes, Jacques Généreux, Lee Mangok, des experts, des hauts fonctionnaires. Nous avons fait ce travail. Il fallait le temps. 5 heures, plusieurs dizaines de milliers de personnes nous ont suivis en direct, l'émission est en ligne. À chacun de regarder. Moi, je ne peux faire rien d'autre que dire, voilà, nous on fait la clarté. Évidemment, ça impose de nouveaux choix économiques. Ça rompt avec les doxa à l'heure actuelle. C'est des investissements à certains endroits qui n'étaient pas faits. C'est une autre façon d'aborder les choses. Mais moi, ce qui me frappe dans cette campagne présidentielle, c'est que beaucoup de candidats, pour l'instant, n'ont pas vraiment de programme, sont un peu beaucoup dans la com. C'est pas bien. Je répète. Vous estimez de ce point de vue que vous avez une longueur d'avance? Je veux pas être prétentieux, mais nous faisons ce travail. Nous avons un programme qui s'appelle l'Avenir en commun, 357 propositions. Et effectivement, cet après-midi, on a essayé. C'est parfois un peu fastidieux, mais c'est nécessaire parce qu'effectivement, c'est une question légitime. Voilà, et on a fait ce travail-là. Alors, parmi les mesures envisagées par Jean-Luc Mélenchon, c'est 100 milliards d'euros d'investissement qui seraient débloqués très rapidement s'il accède à l'Élysée via l'emprunt. On rappelle que le niveau de dépenses publiques aujourd'hui en France, il est de quelques 2000 milliards d'euros. Pourquoi ça marcherait avec Jean-Luc Mélenchon là où ça n'a pas marché jusqu'à présent? C'est-à-dire que pour l'instant, ça n'est pas fait. Il s'agit d'un choc aussi de pouvoir relancer la machine par des investissements importants. Mais ça veut dire dépenser encore davantage. Oui, mais d'abord, les baisses des investissements publics, en fait, depuis ces dernières années, parce qu'il y a eu des baisses, correspondent à ces 100 milliards en vérité que nous proposons. Donc en fait, ce serait en fait remettre au niveau qu'on devrait avoir s'il n'y avait pas eu ces baisses d'investissement. Mais vous savez, l'économie, c'est d'abord un circuit en fait. Ça peut sembler abstrait de le dire comme ça, mais c'est tout de même une réalité. À partir du moment où vous relancez la machine économique, par l'activité notamment, de quoi ont besoin ceux qui nous regardent, qui sont peut-être commerçants, responsables de PME, TPE, c'est qui le carnet de commandes soit plein. Et c'est souvent par la consommation populaire qui est le premier levier de relance de l'économie. C'est vraiment pour laquelle, par exemple, augmenter les salaires. Peut-être vous allez me poser la question, mais nous disons clairement que, par exemple, il n'est pas normal que le SMIC, qui correspond à 14%, vous savez, des salariés de France, touchent actuellement le SMIC, soit aussi bas. Il est à peine au-dessus du seuil de pauvreté. Il est aujourd'hui à environ 1140 euros net par mois. Évidemment, le cadrage de Jean-Luc Mélenchon, puisque vous l'évoquez, il prévoit une augmentation du SMIC de 173 euros net par mois. C'est réaliste? Bah oui, c'est 15% d'augmentation. Ça a déjà été fait dans l'histoire du pays. Par exemple, en 81 ans, on s'en souvient, François Mitterrand avait augmenté le SMIC de manière plus élevée. C'est réaliste, bien sûr, c'est nécessaire. C'est réaliste parce que, premièrement, il y a beaucoup de grands groupes, la grande distribution, je pense notamment, qui embauchent les gens au SMIC et qui font des bénéfices records et qui versent des parts importantes aux actionnaires. Mais aussi en direction, là encore, des TPE, des PME, les petites entreprises. Nous proposons, nous, d'avoir une fiscalité qui les aidera. On n'est pas pour faire aujourd'hui ce crédit d'impôt qui est de manière indifférenciée, autant les grands groupes que les petits groupes. Et vous verrez, ça relancera l'activité économique. Cette augmentation permettra, notamment quand vous avez des gens qui touchent le SMIC, qui vont augmenter, ils le mettent immédiatement dans la consommation populaire. Ils font pas d'épargne, ils vont pas le placer à l'étranger. C'est nécessaire. Et ça crée un cercle vertueux. On va chez le commerçant, on va un peu plus au restaurant, un peu plus chez le coiffeur. Et ça bénéficie à toute l'économie. Et ça fabrique de la richesse. Parlons également de la volonté de Jean-Luc Mélenchon d'instaurer les 32 heures hebdomadaires. C'est pas systématique, on ne le propose pas. Attendez, d'abord, là-dessus, il faut être précis. Peut-être nous sommes mal exprimés. D'abord, vraiment les 35 heures. Il y a beaucoup d'entreprises, en vérité, aujourd'hui, où il n'y a pas vraiment les 35 heures. Et nous avons dit que nous organisons une conférence salariale auquel il sera possible, dans certains secteurs. En tout cas, on ne va pas vers davantage de travail hebdomadaire, d'heures travaillées hebdomadaires. Non, parce que... Est-ce que dans ce cas-là, on n'est pas moins compétitif et on arriverait, au bout du compte, à un repli de la France sur elle-même? Non. Mais vous savez, d'ores et déjà, les travailleurs français ont la meilleure productivité au monde, en vérité. Donc, parce qu'on a des travailleurs qualifiés, parce qu'on a effectivement aujourd'hui des gens qui ont une productivité réelle par rapport à... Donc tout ça n'est pas lié au temps de travail. Mais le temps de travail permet de libérer l'individu, je crois, d'avoir un rapport un peu différent. C'est quand même un peu lié au temps de travail. Quoi donc? La compétitivité. Oui, mais c'est aussi lié, vous savez, une fois de plus, à la compétence des travailleurs, aux moyens technologiques qui sont mis dans... Mais là encore, que les choses soient claires. D'abord, nous sommes pour que les 35 heures existent vraiment. Et en vérité, ceux qui connaissent le sujet savent que la question des 35 heures, c'est quel est le taux de rémunération des heures supplémentaires. Dernièrement, notamment, vous le savez bien, des accords de fond que nous avions avec le gouvernement, la loi El Khomri propose, dans certaines entreprises, de baisser la rémunération des heures supplémentaires. Nous, on est pour des 35 heures. Et éventuellement, dans certains secteurs où ce serait possible, d'aller vers les 32 heures. Mais d'abord, les 35 heures pour tous, réellement. Alors, pour pouvoir appliquer toutes ces mesures, il faut remporter la présidentielle. Et pour pouvoir gagner la présidentielle, ne faut-il pas impérativement s'allier
à Benoît Hamon? C'est la question que certains se posent. On a l'impression que le divorce entre Mélenchon et Hamon est désormais consommé et ça semble s'être confirmé en l'espace de 48 heures. Moi, je suis un peu concerné de ce qui se passe. C'est-à-dire que je ne comprends pas bien. Benoît Hamon, désigné candidat de la primaire du PS, a dit il y a 3 semaines, je vais m'adresser à Jean-Luc Mélenchon. Pas de coup de fil, rien, pas de nouvelles. Nous, on a dit qu'on était disposé à le rencontrer, rien. On a décidé il y a 4 jours, Jean-Luc Mélenchon, dans un meeting, a dit eh bien, je donne rendez-vous à Benoît Hamon dans 8 jours. Nous avons fait une lettre précise dans laquelle nous annonçons quelles seraient, selon nous, des garanties importantes pour que ce soit possible. Parce que c'est compliqué pour des gens comme nous d'imaginer d'aller à faire des choses avec le Parti Socialiste. Eh bien, aussitôt patatras, à Lisbonne, d'un seul coup, Benoît Hamon et son entourage nous dit ce n'est plus possible, fermez le banc. Donc il prend la responsabilité de ça. Alors même que sur le plan des idées, quels sont les réels points de divergence? Il faut poser la question à Benoît Hamon, mais je pense qu'ils veulent avoir les coups des franches, vous savez, pour pouvoir peut-être, au niveau européen, en fait, accepter les traités européens, alors que nous sommes clairement pour un refus de l'Europe telle qu'elle se construit aujourd'hui. Et je pense qu'aussi, ils veulent pouvoir peut-être se tourner vers l'électorat d'Emmanuel Macron et d'être un peu, de se recentrer. J'ai observé que cet après-midi, par exemple, à l'occasion d'une émission, Benoît Hamon a dit qu'il abrogerait plus exactement la loi El Khomri, mais qu'il en enlèverait certains morceaux, etc. On voit bien, plus ça va, plus il est en quelque sorte le prisonnier du Parti Socialiste. Il cherche à être Solferino compatible. Donc pour vous, pas de rassemblement là? Non, moi, ma responsabilité comme porte-parole, c'est pas de dire ça. Parce que précisément, nous avons fait toutes les démarches avec Jean-Luc Mélenchon, mais j'observe qu'il y a une dureté qui semble être à l'œuvre. Ils ne veulent pas être en quelque sorte, avoir des gens aussi exigeants que nous. Et nous disons une chose, c'est que pour que cette addition politique que vous évoquez soit possible, les gens sont en colère après le PS. Il faudrait que des garanties. S'ils veulent pas en donner, c'est donc qu'ils veulent faire autre chose que ce qu'ils disent. Merci beaucoup Alexis Corbière. C'est à vous.